On est très heureux d'accueillir Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Christiane, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis particulièrement heureux, voire ému de vous recevoir, puisque c'est vrai qu'on se connaît depuis des années. Et le Hub Institut a évidemment évolué dans ses thématiques de réflexion, de recherche. Et il nous amène aujourd'hui à échanger sur les enjeux d'alimentation, de ville, comment nourrir la ville. J'aimerais, en propos liminaire, partager juste quelques chiffres sur l'agriculture. La France compte environ 450 000 agriculteurs, dont 50% ont plus de 50 ans. Un agriculteur français nourrit en moyenne 150 personnes. 30 millions d'hectares sont cultivés en France, soit la première surface agricole européenne. La surface moyenne d'une exploitation est de 65 hectares, comparée par exemple aux États-Unis à 170 hectares. Donc ça pose effectivement des sujets. La production estimée est à 73 milliards d'euros, soit 16,9% du marché agricole européen. En 5 ans, le solde de la balance commerciale a été divisé par 2, passant de 11 milliards d'euros en 2011 à 5 milliards en 2017. La France était le premier exportateur mondial en 2005. Il a chuté à la 6e place. Enfin, la FNSEA, le mouvement que vous dirigez, revendique 212 000 adhérents, ce qui en fait le syndicat majoritaire de la profession. Christiane, très heureux de vous avoir avec nous pour échanger sur cet enjeu de nourrir la ville. Est-ce que ça représente un défi majeur selon vous pour l'humanité ? Merci beaucoup, merci de m'accueillir et ravi de pouvoir échanger et partager avec vous sur ce sujet. L'alimentation, c'est capital. Le président de la République a dit le 12 mars, nous avons 3 priorités, se nourrir, se soigner, travailler. Donc, c'était le début du confinement et l'alimentation est revenue au devant de la scène. La deuxième ligne a été présente, la première ligne étant les soignants, et l'enjeu alimentaire est apparu important. Il a aussi dit, confier notre alimentation et notre santé à altruisme et folie, nous devons reconquérir notre souveraineté alimentaire. Donc la question de l'alimentation revient au devant de la scène dans tous les pays. Et la souveraineté, c'est quoi? C'est être capable de nourrir sa population en toutes circonstances, notamment en période de crise. Celle que nous vivons est particulièrement complexe et dure et risque de durer. Et en tout cas, elle a beaucoup chamboulé les flux commerciaux liés à l'alimentation. Alors, serons-nous capables de nourrir les populations? Plusieurs éléments. La population mondiale augmente fortement et elle augmente plutôt en Asie du Sud-Est. Dans 2050, la moitié de la population sera en Asie du Sud-Est. Nous serons 9 milliards et demi et aujourd'hui, il y a près de 6 milliards d'habitants, mais il y a presque 1 milliard de malnutris, ce qui fait que l'alimentation, même si nous avons globalement la capacité à nourrir toutes les populations, la répartition fait que certaines populations n'accèdent pas à l'alimentation. Et nous devons donc produire plus et mieux avec moins d'impact et aussi moins de terre. La ville, les infrastructures routières, aéroportuaires prennent du terrain. Donc nous perdons des surfaces foncières là où se fait l'alimentation. Quand les populations changent de niveau de vie, s'urbanisent, et la tendance à l'urbanisation est forte, les populations changent leur façon de consommer. Donc dans l'équation, il y a des éléments quantitatifs, plus de population, moins de surface, mais il y a aussi des éléments qualitatifs, des besoins en alimentation différents. Quand l'élévation du niveau de vie se produit, les personnes aspirent à manger plus de protéines végétales que de protéines animales, donc c'est moins de céréales, mais plus de légumes, de fruits, de viande, de laitage, de poissons, qui ne sont pas toujours produits aux endroits où se trouve la population. La population s'urbanise et donc a un mode d'alimentation différent, des produits plus stockables, on fait les courses une fois par semaine, des produits plus transformés, alors que quand la population est plus rurale, ce sont des produits plus bruts qui sont ensuite cuisinés. Moins de surface, c'est dans des proportions importantes. Il y a l'élévation du niveau de la mer qui prive certaines populations de terre, et il y a partout dans le monde l'urbanisation qui enlève énormément d'hectares. C'est particulièrement prégnant en France, où nous perdons l'équivalent d'un département français tous les 7 ans, ce qui est énorme. Et donc la ville a une responsabilité aussi en s'étendant
parce elle bétonne des surfaces qui étaient auparavant des surfaces agricoles, plutôt sur des terres riches, bord de ville, bord de rivière, alluvions, qui étaient des terres où il était très facile de cultiver. Donc vous voyez que c'est une équation qui est loin d'être simple. Et puis les aspirations aussi des populations changent. La jeune génération mange différemment de notre génération. Il faut aussi regarder l'ensemble de ces éléments-là. Donc très souvent, on parle de pouvoir nous nourrir la ville. Il faut nourrir la ville et une population de plus en plus urbaine, mais il faut aussi préserver des espaces agricoles, c'est capital, pour pouvoir faire cette alimentation. La montée en puissance de l'agriculture urbaine peut-elle être une solution pour nourrir la ville ? Alors, l'agriculture urbaine a toujours existé. Les jardins partagés, d'ailleurs, au nord de Paris, les animaux dans les villes, à Londres, rappelez-vous, on dit qu'il y avait même des porcs dans les maisons. L'agriculture urbaine se développe à Angers, ma ville. Nous travaillons beaucoup avec la Chambre d'agriculture pour développer l'agriculture urbaine. Mais elle ne pourra pas mathématiquement nourrir les populations. Alors, je vous donne, si vous êtes bon en maths et que vous comptez vite, je vous donne une équation. Parisien consomme 14 kilos de tomates. Si un pied de tomate produit 5 kilos et que le nombre d'habitants à nourrir est de 2,2 millions en 2020, combien faut-il de pieds de tomates ? 6 millions de pieds de tomates. Et pour planter 6 millions de pieds de tomates, il faut 218 hectares de tomates. Donc voilà, pour la ville de Paris, on voit bien qu'il y a un intérêt pédagogique et un intérêt de lien entre l'agriculture urbaine et l'agriculture et les citadins, mais concrètement et en volume, il n'y a pas capacité à. Voilà pourquoi la question de la localisation de l'alimentation autour des villes et donc de ce qu'on appelle les circuits courts, l'agriculture périurbaine, qui est d'ailleurs en train de se développer beaucoup, qui est promue par beaucoup de régions. La présidente d'Île-de-France a dit qu'elle voulait que du pain fait à partir de blé francilien dans les cantines. Alors, le seul produit où Paris est capable de se nourrir en totalité, c'est la salade. Donc, si vous devenez saladivore uniquement, là, il n'y a pas de problème, vous aurez tout. Non, plus sérieusement, les circuits courts ont retrouvé la cote au moment du confinement. Alors, pour diverses raisons, c'était le moment de sortie pour aller faire ses courses. Donc, plaisir de sortir pour aller chercher ses produits et cuisiner. Plaisir de discuter, de rencontrer des producteurs. Et donc, les circuits courts, oui, sont une des solutions, avec une difficulté toutefois, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment organisés pour l'instant pour pouvoir répondre à tout. Et je rappelle que les Français font leurs courses pour 75% des biens achetés en grande surface, parce que les urbains sont plus demandeurs de produits achetables en grande surface, donc industrialisés, transformés, longue durée de vie. Ils ont plus acheté pendant le confinement de pain tranché sous plastique que de baguettes chez le boulanger. L'alimentation hygiénisée en période de crise sanitaire a aussi changé. Donc c'est une combinaison des modes d'achat, mais la montée des circuits courts est positive, elle rapproche citoyens et producteurs, elle fait plus de valeur pour les producteurs et elle reconnecte plus les mangeurs avec les producteurs. Il nous reste 1 minute et demie. Au regard de cette analyse, quelles sont vos préconisations effectivement pour nourrir la ville de manière toujours plus durable ? Ce qui est extrêmement important, c'est que les consommateurs ont pris conscience de l'importance de l'alimentation. Ils regardent beaucoup plus ce qu'ils achètent. Nous prenons une alimentation patriote, c'est-à-dire, comme on dit, acheter français, le slip français, les produits français, partir en vacances en France. Il faut aussi soutenir la production agricole française. Nous avons un haut niveau qualitatif en termes d'hygiène, de bien-être animal, de sécurité alimentaire, reconnu dans le monde entier. La gastronomie rayonne. Il faut que les Français soient plus patriotes au plan alimentaire. Et puis, il faut que les politiques publiques suivent pour qu'on puisse quand même garder la compétitivité. Aujourd'hui, un légume sur 2 acheté en France est importé. Un fruit sur 2 est importé. Nous importons 35% de nos poulets. Et ça, c'est trop parce qu'on peut les produire en France, mais ils sont achetés ailleurs parce qu'ils sont moins chers. Moins bons, pas bien-être, mais moins chers. Donc, il y a un tout cohérent, y compris des politiques publiques, c'est-à-dire vouloir une agriculture qualitative, haut de gamme, mais qui reste compétitive, et faire le choix prioritairement des produits français. Plein de pays développent le patriotisme alimentaire. Donc, nous prenons une souveraineté alimentaire solidaire, produire en France, commercer vis-à-vis des autres pays, avoir des frontières ouvertes, bien sûr,
pas question de faire de l'autarcie, mais des négociations commerciales internationales qui soient équitables aussi. Le Mercosur, où on déforeste l'Amazonie pour importer des produits en France, ça ne nous convient pas. Et à l'heure de l'accord de Paris, à l'heure du changement climatique, le raccourcissement des circuits et la relocalisation de la production en France, en plus, ça fait des emplois en France. Alors comme le chômage redevient un sujet extraordinairement grave dans notre pays, produire en France, c'est acheter en France et c'est préserver des emplois en France. Et l'agriculture occupe 58% du territoire, donc c'est un enjeu extrêmement important. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente pour votre contribution et bon courage pour la suite.